Nos animaux domestiques, chiens, chats, vaches, chevaux, sont tellement présents dans notre vie quotidienne que nous avons perdu la mémoire de leur origine. Pourtant, toutes ces charmantes petites bêtes ont un ancêtre sauvage. En visitant la ferme pédagogique du château de Saint-Fargeau dans l'Yonne, nous remontons à la source de nos animaux domestiques. Voilà, super. Voilà. Je m'appelle Ingrid, j'ai 11 ans. Je viens à la ferme parce que j'adore expliquer aux gens comment ça se passe. Je m'appelle Brian et j'ai 11 ans et demi. J'adore les animaux. C'est bien de garder les coins comme ça, garder le contact avec les animaux et que les animaux gardent le contact avec les humains. Vous êtes bien gardés, hein? Salut. J'avais vu un tout petit tout à l'heure qui a failli m'égorger. Oui, et c'est Lilou, c'est un Jacques Russell. puis Et derrière c'est un Basset Hound, elle s'appelle Cléo. Voilà. Autant de différences. Toutes ces races de chiens proviennent du même animal. Vous le connaissez? C'était le loup. C'était le loup, ouais. Et cette aventure a commencé en gros il y a 12 000 ans, on pense, en Sibérie. En réalité, ça faisait très 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 longtemps que les hommes fréquentaient le loup, mais à distance, ça remonte à plus d'1 million d'années. Alors, comment ça s'est passé? Il s'est d'abord, évidemment, intéressé aux louveteaux. Et c'est les louveteaux qu'il a embarqués, qu'il a emmenés chez lui. Et quand on observe les loups, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les loups fonctionnent en famille, qu'à l'intérieur de la famille, il y a un mâle dominant, il y a une femelle qui domine aussi. Et que dans le groupe, certains sont tellement dominés qu'ils s'effacent complètement. Ils s'écrasent devant les autres. Eh bien, les chiens, probablement, sont issus de ces louveteaux-là. Petit à petit, les hommes les ont transformés. Alors, le caractère s'est affiné quand même. Et puis, on s'est rendu compte aussi que le loup, finalement, qui était un excellent chasseur, a donné un chien qui pouvait être aussi un excellent chien de berger. Et voilà comment, petit à petit, les loups sont devenus des chiens. Mais comment c'est possible? Il ressemble même pas au loup. Si tu veux obtenir un chien de poche, un petit chien que tu glisses dans le fond de ta poche, ben, c'est pas compliqué. Tu maries entre eux les chiens et les chiennes, les plus petits de toutes les portées que tu as à ta disposition. Et si tu fais ça sur des siècles et des siècles, ben, tu rétrécis forcément la taille des chiens. Regarde celui-là, c'est Maya, hein, c'est ça? Oui. Eh bien, c'était déjà un chien de cirque chez les Romains. Il combattait les lions dans les arènes. Alors, il avait déjà quand même subi quelques transformations. Il ne ressemble pas vraiment au loup. Avec des loups, on a fait des chiens. Mais est-ce qu'avec des chiens, on a fait des loups? Des chiens domestiques sont redevenus sauvages. Et on a un très bel exemple. Il faut prendre l'avion, il faut aller en Australie pour voir cet exemple, pour le vérifier. C'est le dingo. Le dingo est arrivé avec des hommes en Australie il y a 10 000 ans. Et c'était déjà un chien domestique. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Probablement que la domestication devait être imparfaite. Le dingo est reparti dans la campagne. Il a abandonné les hommes, il les a plaqués et il est redevenu sauvage. Mais il est tellement sauvage qu'il a complètement envahi l'Australie. On le trouve quasiment partout. Et quiconque se promène là-bas peut le rencontrer. Quand les animaux domestiques redeviennent sauvages, ils redeviennent libres. Et on parle de marronnage. Mais les esclaves autrefois, quand ils arrivaient à s'échapper des plantations dans lesquelles ils étaient asservis, eh bien ils redevenaient libres. Et on appelle ça aussi le marronnage. Donc, tu vois, cette privation de liberté qu'on fait subir aux animaux en les domestiquant, quelquefois, ils arrivent à retourner la situation.
Et comment on peut savoir tout ça? Ah, l'histoire de la domestication est incertaine, mais on a quand même des petits trucs pour connaître l'aventure. Alors d'abord, ça c'est le travail des archéologues. Ils disposent aujourd'hui de moyens de datation très sophistiqués. Ils arrivent, grâce à des traces laissées dans le sol, à dater ce sol pour comprendre comment est-ce qu'on a évolué, comment est-ce qu'on vivait autrefois. Ils recherchent dans la campagne des endroits qui peuvent être un lieu où il y avait un habitat humain posé. Alors ils creusent là-dedans, ils font des fouilles. Et si, sur la même couche de terrain, ils trouvent plusieurs indices, par exemple, dans un pot de terre du blé, à côté, dans un pot de terre, de la farine, un peu plus loin, un morceau de meule qui a servi à fabriquer cette farine, encore un peu plus loin, dans un foyer, une pierre qui a été chauffée, sur laquelle le pain a cuit. Ils pensent qu'ils sont dans un habitat d'agriculteurs. Si dans ce même habitat, ils vont trouver ici et là, beaucoup de laine, là, du cuir, ils peuvent se dire aussi que cet agriculteur était éleveur, parce que comment aurait-il fait pour assembler autant de laine et autant de cuir? Certainement pas en allant chasser. Voilà des indices qui sont intéressants. Mais il y a aussi d'autres moyens. Par exemple, encore une fois en voyage, on se retrouve au Sahara. Le Sahara, c'est le plus grand des déserts du monde. C'est aussi le plus chaud, le plus sec. Mais avant d'être un désert, le Sahara, c'était une savane. Eh bien, grâce aux Touaregs, quand on se promène dans des forêts de rochers, dans ce Tassili des Agères, eh bien, on peut découvrir des preuves de la domestication. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Des scènes qui sont ou peintes ou gravées dans le rocher. Et ces scènes, les plus anciennes, remontent à 7000 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? De très jolies fresques à l'intérieur desquelles on découvre des animaux et des hommes. On peut se représenter les scènes. Vous voyez comment on arrive à trouver des indices, des preuves de cette domestication très ancienne. Mais dis-moi, Michel, c'est quoi le déclencheur de la domestication? Domestication, pas facile à faire, pas facile à dire. Alors il n'y a pas un déclencheur, il y en a probablement plusieurs des déclencheurs. Imaginons ceci. Il y a 9000 ans, nos ancêtres étaient chasseurs. Et qu'est-ce qu'ils chassaient? Entre autres, le mouflon, l'ancêtre des moutons. Alors, le mouflon, ce n'est pas un animal très malin. Quand il a le nez dans l'herbe, il n'entend rien. Il ne voit pas le danger. Il est mangé par le loup, il est tué par les hommes. Au bout d'un moment, les troupeaux de mouflons sont devenus beaucoup plus minces. Il y avait beaucoup moins de bêtes. Donc la chasse devenait de plus en plus difficile. Et c'était grave, puisque les hommes n'avaient plus rien à se mettre sous la dent à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous? Ils ont commencé à se dire, au fait, on va plutôt tuer les vieux mouflons. Ensuite, on va tuer plutôt les mâles en surnombre. Donc ils ont commencé à faire de la protection, de la gestion. Et c'est comme ça que petit à petit, ils se sont appropriés le mouflon, et ensuite, il ne restait plus qu'à le prendre, à le capturer et à l'élever. C'est qui ça? C'est Juliette. Salut Juliette, dis donc tu perds tes poils. Voilà un exemple de domestication réussie, celle des chats. Quand on regarde les chats comme ça, ils ont l'air très indépendants. En réalité, ils ne sont pas indépendants du tout. La preuve, ils ronronnent. Alors, les chats sauvages ronronnent quand ils sont jeunes. C'est pour dire aux parents, on existe, on est là, faites-nous des petites faveurs, etc. C'est pour attirer l'attention de leurs parents. Et quand ils sont adultes, les chats sauvages arrêtent de ronronner. Alors que les chats domestiques ronronnent toute leur vie. Ils sont toujours en train de réclamer quelque chose. Ou à manger,
ou des petites caresses comme ça. Voilà, ça, ce sont les rois des animaux opportunistes. Viens voir les chevaux, Michel, c'est ma passion. Est-ce que Michel, tu peux me faire monter? J'y arrive pas, s'il te T'as plaît. pas pris l'échelle? Il est trop gros. Merci. Il est trop gros. Ça va, c'est confortable? Ah, trop gros. Comment est-ce qu'il s'appelle? Hardy. Hardy. C'est un petit blond? Oui. C'est quoi la race? C'est un comptoir. Un comptoir? Bah, vous voyez que les hommes, quelquefois, font de la sélection. Alors pour de la viande, oui, peut-être, mais aussi pour de la force. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul cheval sauvage. C'est un cheval qu'on appelle le cheval de Przewalski, c'est un cheval de Mongolie. Alors bon, il n'est plus en liberté en ce moment, il se balade plutôt dans les parcs zoologiques, dans des lieux où il est maintenu, où il est protégé. Mais des chevaux sauvages, on en entend quand même parler. On dit par exemple qu'en Australie, il y a des chevaux sauvages. Eh bien non, ce sont des chevaux qui ont été introduits au début du 19e siècle, et puis comme ça, qui sont redevenus libres. Et quand on les observe, ils ont exactement l'attitude d'une bête sauvage. C'est-à-dire qu'ils maintiennent entre eux et nous leur distance de sécurité. On s'avance, ils se reculent. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le cheval sauvage vit dans une collectivité, c'est un groupe. Et le leader là-dedans, c'est l'étalon. Et c'est l'étalon qui mène tout le monde. Ce qui fait qu'on serait capable aujourd'hui de les redomestiquer, ces chevaux. Ce qu'il faut, c'est simplement leur donner confiance. Il faut petit à petit séduire l'étalon. Et on se rend compte que leur distance de fuite, qui est quand même relativement courte, va en s'amenuisant. La domestication, ça passe par ce genre de phénomène. Il faut que les animaux domestiques vivent en groupe, il faut qu'il y ait une hiérarchie à l'intérieur du groupe, il faut que ce soit des animaux curieux, et il faut que ce soit des animaux faciles à nourrir. Or, les chevaux, on les nourrit facilement, il suffit d'avoir de l'herbe. Vous connaissez l'ancêtre du cochon? Oui, c'était le sanglier. Oui, c'est le sanglier. Ça remonte pas à hier. Ça remonte à 8500 ans avant Jésus-Christ. C'était au Proche-Orient. C'était à l'époque où l'homme essayait de domestiquer un grand nombre d'animaux. Mais pourquoi ils sont roses? Les cochons sont roses, bien qu'ils soient l'ancêtre du sanglier, parce qu'ils ont perdu leur poil, on voit leur peau en fait. Les sangliers sont poilus, et puis bon, les sangliers ne sont pas du tout taillés comme les cochons. Quand on regarde des sangliers dans le bois, on se rend compte qu'ils sont vraiment faits pour courir dans les buissons. Ils ont le corps qui est assez resserré, assez mince finalement. Ils sont hauts sur pattes, ils ont un cou très prononcé, et puis ils ont surtout une tête qui sert aussi de levier. Quand la tête du sanglier passe dans un buisson, tout le reste du corps passe. D'ailleurs, quel a été le premier souci de l'homme? Quel a été l'objectif des hommes lorsqu'ils ont tenté de domestiquer le sanglier pour la première fois? Sa viande. Oui, voilà, ils voulaient faire du sanglier un animal qui produisait beaucoup de viande. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le résultat. Quand on a des cochons comme ça, des porcs comme ça, on se rend compte qu'ils ont des beaux jambonneaux, des belles épaules. Ils sont bien nourris, ils sont musclés, ils ont beaucoup de viande, ça c'est rentable. Les porcs ont beaucoup plus de jeunes que les sangliers. Ça aussi, c'était pris en compte dans un intérêt tout simplement économique. On voulait plus de jeunes pour pouvoir avoir plus de porcs adultes, manger davantage, mais aussi plus tard pour pouvoir les vendre et en tirer profit.
Voici un coq gaulois. Et voici un coq. Il est superbe ce coq. C'est un coq gaulois, mais tu sais qu'il est originaire de l'Inde. Non, je ne savais pas. Là-bas, au néolithique, ça fait en gros 8 à 9 000 ans par rapport à aujourd'hui, eh bien on l'avait déjà domestiqué. Il est arrivé en Europe très très tard. Et on peut considérer que 7 siècles avant Jésus-Christ, il commençait à apparaître en Grèce. Et là-bas, il était tellement étonnant pour les gens qu'on le considérait comme proche des divinités. Alors c'était plutôt une bête d'ornement, une bête d'agrément. On en avait autour de chez soi pour faire beau. Malheureusement, manque de chance pour lui, 2 siècles après, on l'élevait dans toute l'Europe pour sa chair. Viens, dépêche-toi Ingrid, faut qu'on aille chercher mon cheval Hardy et les vaches. Moi les rennes. Doucement, doucement, c'est bien. Doucement. Marchez. Allez. Marchez, allez. Mariette Pillot, Fanny. Fanny, à ta place. Fanny, à ta place. Pour les lapins, c'est toute une autre histoire parce que pendant la préhistoire, il faisait trop froid. Le climat était frisquet en France, ce qui fait que les lapins, on en trouvait seulement dans le sud de la France et en Espagne. Les premiers à s'intéresser aux lapins, ce sont les Grecs et les Romains. Mais si on reprend l'histoire du lapin depuis le début par rapport à la France, ce sont en fait les seigneurs au IXe siècle qui se sont intéressés à eux parce qu'ils fabriquaient des grandes garennes à l'intérieur desquelles les lapins étaient sauvages. Et ils les chassaient à l'intérieur des garennes. Ils disaient même que c'était une chasse noble et une chasse réservée presque aux femmes. Et c'est seulement au XIXe siècle qu'on trouve des petites choses comme ça, des clapiers, des cages individuelles. C'est là que la domestication commence vraiment. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fabriqué des races de lapins. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve comme lapin? On trouve le lapin de Garenne qui est sauvage et une foule de lapins domestiques qui ont tous des allures très différentes. En tout cas, il est mimi, celui-là, on en mangerait. Ah non, sûrement non, pas. sûrement Allez, pas. viens, on va voir les vaches. Elle est sympa comme vache? Oui. Tout à l'heure, on parlait des Gaulois. Eh bien, à l'époque des Gaulois, les vaches étaient toutes petites. C'était des races qui étaient forgées par la nature. Il y en avait toute une mosaïque comme ça de races de vaches. Et on a encore un bel exemple comme ça de vaches rustiques en France. Le taureau Camargue. Eh bien, il existe encore aujourd'hui en Camargue. Et depuis la plus haute antiquité, on en parle. On a même trouvé dans des fouilles, dans la région de Arles, des ossements de ce taureau, avec des cornes en forme de lyre, comme le taureau Camargue aujourd'hui. L'été, il y fait très chaud, il n'y a presque pas d'eau, les marais sont secs, il y a des temps, il y a des mouches, il y a des moustiques, dans l'eau, il y a des sangsues. En plus, la terre est salée, les plantes sont salées. Bah, c'est pas facile quand même pour ces animaux pour vivre. Et l'hiver, il y a du vent, un vent glacial. Quelquefois, l'eau gèle, elles ne peuvent pas boire. Donc, vous voyez, les races rustiques, les races anciennes, étaient de petite taille, mais elles étaient extrêmement robustes. Alors, quand je dis que ce sont des races rustiques, c'est parce qu'elles sont anciennes et parce qu'elles ont été forgées par une nature très difficile. Vous voyez cette vache, la brune des Alpes, elle ne pourrait certainement pas supporter la moitié de ce que supporte le taureau Camargue. Et je connais tout près d'ici, une ferme, chez Michel et chez Claude, où les vaches sont de véritables usines à lait. On y va ?
faut plusieurs milliers de vaches pour se rendre compte quel taureau est améliorateur ou quel taureau n'est pas améliorateur. On fait du testage sur les vaches. Elle est partie aussi aux États-Unis où on l'a sélectionné beaucoup plus sur le critère lait, purement lait. Alors il fallait qu'elle donne le maximum. Et ils sont arrivés à une vache qui était vraiment une machine à lait. Pour voir vraiment si c'est efficace, il faut plusieurs milliers de vaches quand même pour se rendre compte si le taureau est vraiment améliorateur génétiquement ou pas. Vous ne vous promenez pas avec le taureau? Alors non, ce sont des doses dans des paillettes, c'est de l'insémination artificielle. Là, ce sont des petites doses en paillettes dans l'azote liquide, donc elles sont refroidies à moins 180 degrés. Elles se conservent facilement 1 an, et quand une vache est en chaleur, on appelle l'inséminateur. Les animaux ont été sélectionnés pour produire de plus en plus de lait. Elles ont pris de la taille, du gabarit. Donc, vu qu'elles ont plus de gabarit, elles mangent plus. Et on maîtrise beaucoup mieux l'alimentation qu'il y a 20 ou 30 ans. On leur fait donner du lait par la gueule, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles mangent pour transformer ça en lait. Elles ont un collier émetteur. Quand elles rentrent dans la salle de traite, ça les identifie. Donc, on sait où elles sont placées dans la salle de traite. Tout ça, c'est informatisé, donc il y a un ordinateur dans la laiterie. Leur complément, donc blé soja, est fractionné sur 24 heures. Donc quand elles vont chercher leur ration d'aliments, elles en ont qu'1 vingtième par heure. Ces vaches-là, c'est un peu des Formule 1. Donc il faut vraiment qu'elles aient une alimentation qui soit hyper bien calée, bien réglée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On vient de franchir une étape énorme, on a tourné une page, on est arrivé à une extrémité de ce qu'on est capable de faire en termes de sélection. Ça vous inspire quoi? Les pieds sont énormes et puis c'est pas la même odeur. Ah, c'est pas la même odeur, oui, c'est vrai, tu as raison. Ici, c'est pas comme chez nous. C'est moderne. C'est une autre façon de voir les choses. Ici, les animaux sont complètement accaparés par les hommes et les hommes leur imposent un fonctionnement. Ils ont complètement perdu leur liberté. Je vous abandonne, vous rentrez à la maison, c'est tout près d'ici, vous traversez le bois, ne vous faites pas manger par les animaux sauvages. Au revoir. Au revoir, Michel. Au revoir, Michel. Au revoir. L'artificialisation du monde animal a commencé avec les premières domestications qui représentent une étape essentielle aux énormes répercussions. La domestication est un processus long et ininterrompu qui change le statut de l'animal en lui ôtant sa liberté. Dans ce processus d'appropriation par l'homme, les bêtes deviennent objets d'intérêt, d'attention, d'utilisation dès leur vivant et non plus à l'état de cadavre après avoir été tués à la chasse.